pardonne-moi une femme de vieillir qu'un homme. C'est pas facile de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur dise « tiens, viens ». Non, elles y vont. Elles y vont, pousse-toi de là, moi aussi je sais. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent 2 fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voie. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, nous recevons Alexa Laroche-Joubert. Elle est la patronne d'Aventure Line Productions. Beaucoup l'ont découverte sur le plateau de la Starac, dont elle était la directrice. Elle est aussi celle qui a introduit la télé-réalité en France. Love Story, Les Marseillais, Koh-Lanta, Fort Boyard sont autant d'émissions associées à son nom. Bonjour Alexa Laroche-Joubert. Bonjour. Ensemble, on va parler de votre parcours, des embûches que vous avez pu connaître, de votre réussite, mais aussi de votre engagement pour des femmes plus présentes à la télévision. Alors, je vous ai présenté, mais finalement, comment est-ce que vous vous présentez, vous, Alexa Laroche-Joubert ? Vous êtes PDG, femme d'affaires, productrice, un peu des trois ? Alors, je suis exactement des trois. C'est-à-dire, je suis de facto PDG, parce que j'ai un mandat. Je suis femme d'affaires, parce que je vends des programmes et j'ai des actionnaires et j'ai besoin d'avoir une rentabilité. Et après, il y a quand même une partie de moi, c'est que je suis une femme de télévision. Je suis chronophage de télévision. J'aime mettre les mains dans le cambouis. J'aime produire la télévision. J'aime la regarder. Je regarde énormément de choses. Et donc, femme de télévision, je dirais. Donc, ce podcast tombe à pic. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Est-ce que pour vous, c'était un parcours semé d'obstacles ou ça a été assez direct pour vous ? Alors, c'est un parcours semé de détermination et de gens bienveillants. J'ai eu la chance de démarrer mon métier très très jeune, puisque je crois que ma première fiche de paie, je devais avoir 16 ans. Et j'ai été engagée par une femme qui s'appelait Gilliane Negalic, qui a été connue parce que c'était une sorte de révolutionnaire de la télévision. C'est elle qui a participé aux premières radios libres et qui a fait surtout scandale en mettant cette image subliminale de François Mitterrand dans le JT, dans le générique du JT de 20h. C'était une femme subversive et qui m'a engagée. Et donc, mon premier patron a été une femme. Et je pense qu'elle m'a donné le goût de la liberté, de l'indépendance et de la conquête. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont inspirée. J'ai une femme qui a été très très importante pour moi, qui a été une pionnière, qui s'appelle Pascale Brognaud. C'est elle vraiment qui a révolutionné la télévision, entre autres avec Sexy Zap, des émissions de témoignages, Perdu de vue, Témoin numéro 1, des grosses émissions très très modernes à l'époque. Et c'est une femme courageuse qui a un âge qu'on ne dit plus, mais qui en l'occurrence produit toujours énormément de fiction. Et c'est une femme qui a osé s'opposer à un monde d'hommes. C'était une des seules à faire partie du comité de direction de TF1. Et un jour, elle s'est fâchée avec Patrick Lelay. Elle a refusé d'y aller. Et elle m'a envoyée à sa place. Et je me suis retrouvée en basket devant Patrick Lelay au comité de direction de TF1, ce qui était quand même un pied de nez qu'elle faisait. Et pour moi, une expérience incroyable. Justement, cette expérience incroyable, est-ce que vous l'avez vécue comme je suis un petit peu cette seule femme face à beaucoup d'hommes et du coup ça va être compliqué ? Est-ce qu'elle est symptomatique du reste de votre carrière finalement ? Alors, je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. J'entends professionnellement, évidemment, pas dans ma vie perso, mais professionnellement, je me vois comme un individu avec des compétences, une expertise, des manques, évidemment, des zones d'amélioration et des zones de performance. Mais jamais je me suis dit, tiens, je suis face à un homme ou je suis face à une femme. Je suis face à quelqu'un que j'admire, quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, quelqu'un pour qui j'ai envie de travailler, mais sinon, jamais autrement. Et ce qui fait que je comprends très bien et je milite en plus pour que les femmes arrivent et accèdent à des postes importants, parce que pour le coup, une fois que vous accédez à des postes importants, vous apercevez que quand vous tournez la tête à droite ou à gauche, il y a que des hommes. Mais en revanche, je peux pas dire que mon parcours a été semé d'embûches. Il a vraiment été soutenu, il a vraiment été accompagné, il a été vraiment aidé par des femmes exemplaires et pionnières
mais aussi par des hommes. Mon patron, ça fait 22 ans que je travaille avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Courby, et ça fait 22 ans qu'il me fait progresser, et c'est un homme. Donc je lui dois une grosse partie de ma carrière, et puis probablement mon éducation aussi, qui est assez matriarcale. À aucun moment, vous avez ressenti des relents de sexisme, même invité d'un plateau de télévision Alors c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je pense que déjà j'ai une voix qui porte et je prends très vite l'ascendant. Je suis la fille d'une grande reporter de guerre qui a été l'une des premières femmes à aller sur les terrains de guerre, qui est connue dans le monde entier. Et donc je pense que je me suis jamais posé la question de ma légitimité à aller dans un endroit. Elle a envahi un terrain qui était un terrain masculin en plus très violent, qui était le terrain de la guerre, qui n'était a priori pas de l'apanage des femmes. Et moi, j'y suis allée en conquérante, vraiment mais le couteau entre les dents. Et donc que ça soit si je voulais me faire entendre, je me faisais entendre et je considérais que j'avais des choses à dire et que ce que j'avais à dire méritait d'être entendu. Ah, il n'était pas automatiquement, mais ça c'est le jeu. Mais en revanche, il méritait d'être entendu. Donc non, j'ai jamais senti de sexisme, sauf peut-être une fois avec un patron de radio réputé pour son ton enjôleur et sa tentative à tout azimut de draguer. Mais c'était soyons très honnêtes, et je ne parle que pour moi, je ne parle pas évidemment, et je reconnais parfaitement que malheureusement ça peut se passer beaucoup plus violemment, mais c'était un jeu de séduction auquel j'ai répondu de façon très froide et qui s'est arrêté là où ça devait s'arrêter. Moi je travaille dans un monde, en l'occurrence Koh-Lanta, on est 250, il y a quand même beaucoup d'hommes, et je suis assez froide, c'est-à-dire que je suis très sympathique, je suis conviviale, j'aime profondément travailler avec mes équipes. En revanche, il n'y a pas de cas où on passe le cadre professionnel. Et donc, à partir du moment où je mets cette barrière-là, on la franchit pas non plus. Donc, il y a tout un travail, et c'est ce que j'éduque et ce que j'apprends à mes filles, c'est que c'est elles aussi qui mettent les barrières. Est-ce qu'on vous a déjà refusé un poste parce que vous étiez une femme ? Je pense, alors je vais pas le prendre personnellement. Je vais le prendre dans une génération et un état sociologique. Oui, on m'a refusé des postes. Oui, on m'a refusé probablement parce que j'étais une femme. C'était pas moi, Alexia Laroche-Joubert, qu'on visait. C'est que globalement, on pensait que les femmes n'avaient pas la capacité de faire certains jobs. Et entre autres, j'entends des grands jobs d'encadrement, de gestion et d'entreprise. Donc, je le prends pas du tout personnellement parce que ça me concernait pas moi particulièrement, mais c'est aussi ce pourquoi je lutte. C'est-à-dire qu'il y a quand même un fond de musique, même si les mentalités sont en train de changer, où on se dit qu'une femme n'a pas la capacité de travail ou le tempérament ou le leadership pour gérer des hommes, alors des hommes avec un grand H, et faire fructifier une société. J'aimerais qu'on parle de réussite. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « j'ai réussi » ? Alors, vous savez, le terme de réussir, j'ai une très jolie phrase qui est dans une course, il y aura toujours des gens qui seront devant toi, il y aura toujours des gens qui seront derrière toi. L'important, c'est la vigueur que tu auras mis à courir. Donc la réussite, c'est ça pour moi. C'est-à-dire de savoir qu'on a fait le maximum et qu'on est allé au bout de surpassement de soi. D'ailleurs, c'est pas pour rien, à mon avis, que je m'occupe de Koh-Lanta. Après, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir réussi ? Déjà, j'ai des grands moments de confiance en moi et des grands moments de manque de confiance en moi. Je pense que le drame des femmes, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir usurpé un poste et qu'à un moment on va être démasqué. Donc je me dis que toujours je vais être démasquée. Bon, ça va un peu mieux maintenant, mais quand même pendant longtemps, j'ai eu peur de ça. J'avais le complexe du bon élève, enfin de la bonne élève d'ailleurs, parce que c'est plus souvent la bonne élève que le bon élève. Je pense que j'ai eu l'impression de réussir. C'est très con, mais quand j'ai fait des émissions dont j'étais fière, quand mes parents étaient fiers de moi, quand j'ai pu m'acheter mon premier appartement, quand j'ai mis, moi j'élève seule mes 2 filles, donc quand je mets à l'abri mes enfants, c'est-à-dire en leur permettant d'avoir une scolarité, d'avoir des activités, d'avoir des copains et de pouvoir manger à leur faim, et d'être respectée dans un milieu de par mon expérience. Je pense que c'est ça, en fin de compte, ma réussite. Finalement, est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé au must de votre carrière ou vous voulez encore plus réussir, vous avez encore plus d'ambition ?
Oh là là, vous me posez une question qui est existentielle en ce moment. Je viens d'avoir 50 ans. Je pense que je me pose la question de est-ce que je peux admettre que je suis bien à l'endroit où je suis, ou est-ce que j'ai toujours besoin de repousser ce plafond de verre. J'ai pas la réponse. En fin de compte, là, je suis à un niveau de carrière où soit je prends des grands postes à l'international de gestion de groupe, soit je continue le merveilleux métier que j'exerce, c'est-à-dire qui est un métier au final d'artisan, de chef d'entreprise artisan. Et voilà, je crois que j'aime beaucoup ce métier-là. Ce que j'aime, moi, c'est découvrir des talents, les aider à se réaliser et leur donner les moyens de se réaliser. C'est là maintenant mon ambition. J'ai toujours le couteau entre les dents, mais peut-être plus sagement que je ne l'étais. Enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Est-ce que vous aviez déjà cette idée de « je vais réussir, je veux être puissante » ? Oui. Oui, ça arrivait très... Alors, c'est évidemment, quand vous êtes enfant, vous ne l'exprimez pas comme ça. Vous avez besoin probablement d'avoir le centre de l'attention sur vous. Il y a un petit côté gothique. Il y a un élément qui drive ma vie, c'est la liberté. Et en fin de compte, quand même, le pouvoir vous donne la liberté d'accepter ou de refuser. Et donc, je dis toujours, le seul intérêt d'être patron, c'est de dire bonjour aux gens à qui vous avez envie de dire bonjour et d'être entouré de gens que vous estimez. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis patron. Sincèrement, financièrement, c'est pas le point du tout. Enfin, je pense que si j'avais voulu gagner énormément d'argent, j'en serais pas là où je suis, j'en serais à mon compte. Donc c'est pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler en équipe avec des gens que j'apprécie, que je respecte, et avoir la capacité de dire non. Qu'est-ce que vous vouliez faire plus jeune ? Alors, je voulais faire 3 métiers. C'est drôle parce que la télé-réalité a rassemblé ces 3 métiers. Je voulais être psychologue, je voulais être réalisatrice et je voulais être flic. Ah oui. Et en fin de compte, j'ai fait des études de droit pour être flic. De façon très ironique, j'ai enfermé des gens, je les ai filmés, j'ai étudié leur comportement. Donc, j'ai fait un peu la quadrature du cercle. On va parler de votre mère, qui a été pour vous d'une grande influence, j'imagine. Elle a été aussi pour beaucoup de jeunes femmes qui ont voulu devenir journalistes grâce à elle. Vous êtes fière de ça ? Ouais, souvent j'ai des gens qui s'approchent de moi qui me disent voilà, votre maman m'a donné envie d'être journaliste, m'a donné envie d'intégrer une rédaction, et c'est une fierté énorme. Moi, je suis très admirative. Alors c'est toujours difficile parce que je suis à la fois une professionnelle qui peut porter un regard critique et admiratif sur sa carrière de grand reporter de guerre, et à la fois c'est ma maman. Donc j'ai un regard d'enfant sur elle. Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle moi, j'ai eu beaucoup de problèmes scolaires. J'ai été dyslexique, j'ai appris à lire et à écrire à 11 ans. J'ai fait une scolarité extrêmement chaotique. J'étais constamment la dernière de la classe. Donc, ma mère a dû énormément lutter pour que je passe d'année en année sur les classes supérieures. Et j'avoue que ça m'a probablement donné l'envie d'aller plus haut, et même dans l'adversité. Donc, ce qui fait que j'ai pas peur de l'adversité. Et puis ça m'a donné quand même le fait d'être entourée d'une femme et d'un père, hein, parce que mon père est essentiel dans ma carrière, entourée d'amour et de confiance en moi. Sincèrement, ça m'a fait casser les murs qui pouvaient éventuellement se lever devant moi. Elle est toujours grand reporter. J'imagine qu'elle était souvent loin de la maison aussi. Est-ce que ça vous a manqué, la présence d'une mère Alors pas du tout. Moi, j'ai pas du tout une manque de présence maternelle, même si en effet, elle devait voyager entre, on va dire, 3 et 6 mois de l'année à l'extérieur de la maison. Déjà parce que alors au début, il n'y avait pas les moyens de communication actuels, mais enfin, il y avait quand même ce qu'on appelle les téléphones satellites, donc elle pouvait me joindre. Et puis d'autre part, dans la cour de récréation, c'est beaucoup plus marrant de raconter que votre mère est en plein milieu du Liban et vous appelle et vous entendez les bombes tomber qu'une autre maman qui a une activité, somme toute, un peu plus banale. Donc non, avec mon frère, on n'a jamais eu de problème à ça. Et puis il faut pas oublier que quand elle a commencé vraiment sa carrière de reporter, moi j'étais une jeune ado, et que c'est assez sympa de ne pas avoir sa mère, parce que c'est aussi une maman sur le dos. Alors, vous-même, vous êtes maman de 2 enfants, 2 filles. Comment est-ce que vous avez pu associer votre vie pro et votre vie perso ? Très sincèrement,
J'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup. J'ai fait un cadre éducatif extrêmement stable à mes enfants, mais je les vois beaucoup moins qu'une maman qui est à la maison, ça c'est sûr. Je voyage beaucoup et puis j'ai été élevée comme ça. Le charme du confinement a fait que j'ai découvert qu'on pouvait dîner avec ses enfants la semaine, ce qui ne m'arrive jamais, mais ce qui ne m'arrivait pas quand j'étais en France, que maman rentrait après le JT à 21h, donc j'étais élevée aussi comme ça. Je pense qu'ils ont... je leur ai inculqué des valeurs, et la valeur travail, entre autres, la valeur de réussite, la valeur de tout est possible quand on s'en donne les moyens. En revanche, probablement que ça leur manquera un moment d'avoir une maman tout le temps là. Probablement que je suis passée à côté de certains éléments de leur vie, ça c'est possible. Mais maintenant, j'ai été une femme d'entreprise, une mère et une amie. Mais j'ai aussi été une femme d'entreprise. Mais je sais aussi qu'à travers moi, la manière dont je voulais éduquer mes filles, il y a une forme d'exemplarité. C'est-à-dire que je leur ai prouvé que l'éducation que je leur donnais, c'est celle aussi que je vivais. Et que donc, en tant que femme, il fallait qu'elles s'émancipent, il fallait qu'elles fassent des études pour réussir, il fallait qu'elles se donnent les moyens de leurs ambitions. Et je vois ma grande est dans une grande université internationale et ma petite, toute seule, elle a pris un papier un jour dans la rue et elle est devenue comédienne avec Vincent Lacoste sur un premier rôle. Et ça, elle ne le doit qu'à elle. Et je pense que le fait de m'avoir vu conquérir des domaines lui a donné envie de conquérir le sien. Donc vous êtes fière de ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles sont en train de devenir ? Moi, je considère toujours que nos enfants sont plus intelligents que nous-mêmes. Alors, ils sont faits de deux personnes. Hein. Je reconnais aussi 50% de l'activité de leur papa. Il s'avère que l'aînée n'a pas de papa parce qu'il est décédé quand elle était jeune. Mais évidemment, je suis ultra fière d'elle et je les trouve beaucoup plus intelligentes que moi au même âge. Effectivement, on parle de votre vie privée. Elle a été extrêmement médiatisée. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça, au début de votre carrière ? Alors, j'ai pas eu de problème avec la médiatisation de ma vie privée qui m'était volée, parce que je n'ai jamais moi-même médiatisé ma vie privée. Donc, c'était en général les paparazzis, des choses comme ça. J'ai jamais attaqué. Parce que je trouvais ça incohérent moi-même de montrer la vie privée des gens quand même à travers la télé-réalité. Alors, même si c'était une vie qu'il volontairement nous confiait, mais je ne me voyais pas attaquer et puis en plus j'ai rien à cacher personnellement. J'ai eu des drames, j'ai eu des moments heureux. Ça fait partie somme toute de la vie et pour le coup de la vie de tout être humain et quand même une vie qui est relativement préservée en plus. Donc voilà, non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Alors, vous avez à ce point privilégié votre carrière que on vous a même vu enceinte sur le plateau de la Star Academy. J'aimerais que vous me parliez de cette petite anecdote. Ça a été compliqué parce que j'étais enceinte sur le plateau de la Star Academy et j'ai eu l'inspection du travail qui a envoyé une lettre à mon employeur pour dire que si elle me revoyait sur le plateau de la Star Academy, ils allaient attaquer mon employeur. Donc, ils considéraient que c'était anormal, que je ne respecte pas les périodes de congé maternité. Donc, je les ai respectées envers et contre moi parce que je considère que je supporte pas quand l'État se substitue à ma propre volonté. Néanmoins, je suis dans une position qui me permet, moi, d'avoir la liberté de le faire ou pas. Je considère que c'est important que l'État mette un cadre pour protéger des femmes qui, en revanche, sont plus soit fragiles, soit à un moment victimes de personnes qui veulent les faire travailler alors qu'elles ne devraient pas. Très clairement, vous êtes engagée pour qu'il y ait plus de femmes à la télévision. Est-ce que ça passe par des quotas pour vous ? Alors, c'est pas plus de femmes automatiquement à la télévision, c'est globalement, dans toutes les fonctions importantes, je me bats pour qu'il y ait une représentativité paritaire homme-femme. Et ça va dans les deux sens, parce qu'il y a aussi quelquefois des entreprises qui ne deviennent que féminines, et je pense que c'est dommage quand les hommes laissent tomber un secteur. J'en veux pour preuve l'éducation nationale. Souvent, malheureusement, parce qu'on est moins bonne à se battre pour nos salaires, les salaires stagnent. Je me bats pour la parité, je me bats pour le 50-50. En tout cas, pour ouvrir la porte de ces postes-là aux femmes. Et que je pense que ça va passer par un cadre légal d'obligation de l'employeur à considérer les femmes plus qu'il ne le fait naturellement. Et ça, on se bat
contre un environnement social. Hein. Genre, je me bats pas je parle pas de culture d'entreprise. Mais c'est vrai que je suis intimement persuadée qu'à CV égal, souvent on prend l'homme plutôt que la femme. Et ça, c'est pas acceptable. On a besoin de femmes à des postes stratégiques. On a besoin de montrer aux petites filles et entre autres à mes filles qu'il y a des femmes qui accèdent à ces postes-là pour leur donner envie d'y accéder. Et c'est pour ça, il faut des égéries. Imposer des quotas et prendre cette mesure-là, ça peut paraître un petit peu excessif. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de procéder finalement ? Alors, il y a un petit côté marche forcée, hein, ça je vous l'accorde. J'adorerais vous dire qu'il y a énormément d'autres procédés, mais celui-là au moins, il est simple, compréhensible, il n'est pas soumis à la subjectivité des uns et des autres, et il y aura probablement des erreurs de recrutement. Mais comme il y a des erreurs de recrutement chez les mecs, la seule chose, c'est qu'en obligeant ça ouvre la voie à des femmes de se dire oui, je peux accéder à ces postes-là, et à des employeurs à les obliger d'un seul coup de voir la qualité des femmes à ces postes-là. Je suis femme d'entreprise, il y a régulièrement des femmes qui viennent évidemment postuler pour des postes, et même moi, je peux me dire, oh là là, mais elle va me mettre un congé maternité, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fin de compte, je me suis dit, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas que je me retrouve moi-même subjectivement à me dire tiens, je vais choisir plutôt un homme plutôt qu'une femme qui est avec ce risque-là. Et je me suis dit la seule manière d'éviter ça, d'éviter cette sélection à l'embauche, c'est d'imposer le congé maternité aux hommes et de faire un congé paternité de durée équivalente. Et comme ça, à l'embauche, il n'y aura plus de discrimination. Est-ce que le fait que les femmes soient minoritaires dans les médias, et c'est un fait, les chiffres sont là, est-ce que ça vous donne encore plus l'envie de vous imposer ? Est-ce que ça a été un moteur pour vous ? Alors, je peux pas dire que ça a été un moteur, déjà parce que comme je me suis pas posé la question de mon genre dans ce métier-là, ça pouvait pas être un moteur. En revanche, c'est un constat maintenant. Et moi, c'est marrant, j'ai pris la tête d'Adventure Line Production où il y avait on va dire un ratio de 70% d'hommes et 30% de femmes. Et en 4 ans, j'ai inversé à tel point que maintenant, je me dis, il faut que j'en engage des garçons parce qu'il y a trop de femmes. Parce que moi, j'adore travailler avec les femmes. Non, donc ça n'a pas été un moteur, ça a été un constat. Mais comme j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de femmes de pouvoir qui, de façon surprenante, quand elles sont nommées, au lieu d'avoir un état-major constitué de femmes, ne nomment que des hommes. Et ça, je le regrette. Comme je dis souvent aux femmes, il faut pardonner aux autres femmes. Les femmes qui ont réussi, elles ont une forme d'exigence et de rigueur et de dureté, quelquefois, qui font qu'elles pardonnent encore moins aux femmes parce qu'elles considèrent que ça a été tellement difficile de réussir qu'il faut que les autres aient la même exigence qu'elles-mêmes dans le travail. Et moi, je dis, c'est pas vrai. Il faut pardonner aux femmes. Donc, quand vous êtes une femme, surtout pardonnez aux femmes. Il s'avère que la confrérie des hommes pardonne aux hommes. Donc, je vois pas pourquoi on ferait pas pareil. Comment est-ce que vous agissez, vous, à votre échelle, pour lutter contre le sexisme, pour plus de parité entre les hommes et les femmes ? Comment est-ce que cela se manifeste dans votre société, finalement ? Alors déjà, j'engage beaucoup de femmes. En l'occurrence, je pense à une émission qui est une émission qu'on a confiée à un producteur, mais en l'occurrence qui fait travailler une cadreuse femme, c'est la carte au trésor. Or, voilà, il faut beaucoup gambader. Et c'est une femme qui est super, qui est quasiment avec nous sur tous nos tournages. Après, on participe. Moi, je fais pas mal de colloques et j'interviens beaucoup soit dans des colloques sur les femmes, soit sur l'éducation. Ça, c'est très important pour moi de m'exprimer là-dessus. Je pense que déjà, je fais attention à ce que les salaires soient équivalents hommes-femmes. Moi, je me suis battue pour mon salaire. Et je me suis battue en disant, je fais 30% de plus que mon prédécesseur qui était un homme. Vous faites comment avec le salaire? Alors on va être très clair, j'ai pas obtenu 30% de plus. Mais en tout cas, je suis payée exactement le même montant qu'il était payé lui. Donc voilà, j'ai des actions qui sont pas des actions révolutionnaires. Moi, j'essaie aussi de faire bouger les politiques parce qu'on va pas se mentir, je ne suis pas politicienne. C'est au niveau de la législation, du droit du travail et de mouvements politiques que ça va bouger. Vous avez participé, vous, à l'introduction de la télé-réalité en France. Beaucoup peuvent décrier l'image qui est donnée de la femme. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
Alors c'est ça qui m'amuse, c'est que je trouve souvent que c'est une vision extrêmement rétrograde de la femme. Les femmes qui sont dans la télé-réalité, d'autant plus aujourd'hui, sont des femmes conquérantes. Et quand vous regardez un programme de télé-réalité, vous verrez qu'elles sont beaucoup plus directives, beaucoup plus puissantes souvent que les hommes, et que c'est elles qui font marcher les histoires et décident de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que celles qui réussissent extrêmement bien dans la télé-réalité et qui sont maintenant des femmes d'entreprise, j'entends Nabila, Caroline Receveur, Jessica Desmarseillais, qu'on avait lancé, sont des femmes. Et donc, elles tirent extrêmement bien leur épingle du jeu. Alors, sous prétexte qu'elles sont blondes et que pour certaines, elles se sont faites refaire les seins, tout de suite, on les pense idiotes et victimes. Et ça m'est insupportable parce qu'on pose une étiquette et un préjugé sur ces femmes qui n'ont peut-être pas la culture que certains considèrent comme une forme d'intelligence, mais qui ont tout simplement pour moi une intelligence de survie et une intelligence de situation. Et c'est ça que j'aime chez elles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeune génération, à toutes ces femmes qui voudraient suivre votre chemin? Comment est-ce que vous avez envie de les encourager? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, leur dire que les rêves sont atteignables, c'est un peu une banalité, mais c'est vrai. Il faut quand même le répéter. 2, qu'elles ne doivent pas se voir comme femmes ou hommes, mais comme expertes et avoir une compétence. Et ça tient de l'exigence qu'on a envers soi-même. 3, qu'il faut arrêter de se poser la question de la légitimité. Souvent, on se dit, je suis pas légitime à ce poste. Il s'avère qu'aucun mec se pose la question de sa légitimité à un poste. Il le prend, puis après, il voit. Vous faites pareil. Vous vous emparez des postes. 4, quand on négocie son salaire, il faut le négocier comme un homme, mais de façon factuelle, c'est-à-dire vos résultats méritent salaire. Et donc, vous mettez en avant vos résultats. Faire attention aussi, ça c'est un petit point, parce que j'en parlais avec ma fille de 12 ans, il y a un petit garçon qui a fait un post... une blague qui est un peu en se moquant un peu des filles. Le pauvre, il a été harcelé par les filles en disant c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Donc le petit garçon, il savait plus comment réagir et donc il a posté plein de trucs féministes. Donc c'était très bien, mais voilà, faisons attention aussi de pas martyriser cette jeune génération de garçons parce que sinon on va se retrouver avec le problème inverse. N'oubliez pas d'être prioritaire, n'oubliez pas de vous écouter, n'oubliez pas que vous pouvez dire non. Non à un mari qui vous demande de rester à la maison ou en l'occurrence à prendre du télétravail alors que lui ne le fait pas, parce qu'il pense que quand vous faites du télétravail, vous allez pouvoir vous occuper des enfants et de la maison, donc ça il faut dire non. Non à des disparités de salaire, non à des tâches que vous ne souhaitez pas faire et qu'on vous confie parce que vous êtes une femme. Donc la capacité de dire non, c'est fantastique parce qu'après un jour vous verrez, vous pourrez dire oui à plein de choses. C'est un beau mot de la fin. Je vous remercie d'avoir été l'invité de ce podcast et pour ce riche échange. À bientôt. Merci, au revoir. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.